ta majorité musulmane? Est-ce que l'islam, c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement politique et social du Nigeria? Bah, actuellement, oui. Bah, il est présent. Il y en a beaucoup. Ok, très bien. Mais alors, comment est-ce que tu expliques que des musulmans signent des accords avec des chrétiens pour bombarder des musulmans? Bah, après, ouais, bah, des musulmans signent des accords avec des chrétiens pour bombarder des musulmans. Bah, que dire de cela? Tout ça, une fois de plus, comme je te dis, c'est toute la supercherie du scénario qu'ils ont mis en place. Parce que même. D'accord, mais elle est où la Oumma? Elle est où la Oumma islamique là? Mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existera jamais pour nous. D'accord, oui, mais pourtant, Tinubu est musulman. Oui, mais parce que ça, ils sont. La majorité des ministres au Nigeria sont musulmans. Ouais, comment tu expliques que des musulmans donnent le feu vert à un mécréant, Donald Trump, pour bombarder des musulmans? Parce que la Oumma n'existe pas, parce que nous sommes des Noirs. Bien, merci Jimmy. Juste un dernier truc, juste pour te donner un exemple, si tu le permets. Ouais. Tu sais, comme il y a un gars, il a l'habitude de dire, et je vais répéter ce qu'il dit. Tu sais, le poulet, tu l'assaisonnes, tu mets du sel, tu peux mettre tous les ingrédients. Ça reste du poulet, tu vas le retirer, tu vas le manger. Ça, c'est pour la communauté noire, de manière générale. Personne nous aime, tout le monde nous déteste, il n'y a pas de Oumma, c'est de l'hypocrisie. Et ces gars-là, ils ont un projet. Le projet qu'ils ont pour nous, c'est la balkanisation de l'Afrique et ils sont en train de reprendre leur carte. Là, ce que Trump a fait, là, cette attaque, en plus dans la symbolique, comme tu as pu le décrire tout à l'heure, c'est tout simplement pour dire que je dois prendre ma part. Je vais venir prendre ma part et c'est comme ça qu'il s'introduit pour faire un électrochoc pour dire, regardez, nous sommes les Américains, c'est nous qui avons le dernier mot. Donc, ces matières premières que le Nigeria veut vendre aux Chinois, le vendre sans le dollar, ça ne passe pas. Vous voyez? Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur Jimmy. Ah, Médusa. Monsieur Médusa. C'est rare que Médusa soit chez les fétiches de guerre. Fétiches de guerre. Bonjour, Médusa. Que la paix de nos ancêtres soit avec toi, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre. Et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Bonjour, Médusa. L'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Ça, c'est un fait. Ôtez pas toi que la paix de nos ancêtres, que leur intelligence, leur sagesse et leur énergie soient avec toi, mais pas tout de suite parce que nous sommes en guerre. Et ça, c'est un acte de guerre, un casus belli que fait les États-Unis. C'est-à-dire qu'on parle d'un monsieur, un Donald Trump, qui devient gendarme du monde, alors que des dossiers viennent d'être révélés où on voit que ce monsieur avait des enfants, était parti tripoter les enfants sur dans le Lolita Express jusqu'à l'île de Jeffrey Epstein. C'est ce monsieur qui a toujours nié. En fait, tu es en train de nous dire que Donald Trump va devoir devenir un va-t-en-guerre pour essayer de faire oublier ses escapades avec des gamines de 9 ans en compagnie de Jeffrey Epstein. C'est ça que tu veux nous dire? Exactement. C'est-à-dire que à chaque fois, il essaye de contenter là maintenant les chrétiens parce qu'il a été voté par une base de chrétiens aux États-Unis, des gens qui sont vraiment israélophiles. Et ces chrétiens se plaignaient auprès de Trump à chaque fois que mais nous avons des problèmes, là il y a des chrétiens, il faut faire quelque chose pour le Nigeria. Donc, il ne voulait absolument rien faire. Mais là, puisque la politique, c'est l'art de détourner l'attention également, là, il a trouvé un bon moyen. Ça fait longtemps que la même base politique de Trump lui disait, mais toi, pendant la campagne, tu as dit, tu vas ouvrir des dossiers de Epstein. Depuis que tu as été élu, nous, on a essayé de voter des lois pour publier ces dossiers et près de 4 fois, les élus républicains du côté de Trump ont empêché la révélation de ces dossiers-là. Même certains élus républicains se sont mis du côté des démocrates pour le publier parce que c'était l'une de ses promesses de campagne. Et donc, on l'a forcé et quand les dossiers ont été publiés, ils ont quand même gondolé beaucoup de choses, ils ont caviardé les dossiers, ils ont mis des parties, des trucs noirs dessus pour ne pas qu'on voit, les gens se sont plaints. Et pour les quelques fichiers qu'on a vus, tout ce que Trump disait, c'est révélé être faux. Il disait qu'il n'a jamais été sur l'île de Epstein, on a vu que c'était le cas.
Il dit qu'il n'a jamais été dans son avion, c'est le cas. Il dit qu'il n'a jamais été avec des enfants. On voit des photos avec lui, avec des enfants à côté, mais on a mis du flou dessus. Donc là, il est dans la tourmente. Et comme il est dans la tourmente, il doit trouver un moyen de détourner l'attention. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc il essaie de détourner l'attention avec le Venezuela, avec le Nigeria. Il crée des problèmes à l'extérieur. Et pour Tinubu, que tu viens de dire tout de suite, Tinubu, ça c'est vrai. Tinubu était un voyou quand il habitait aux États-Unis, n'est-ce pas? C'était un petit voyou qui faisait du trafic d'héroïne, n'est-ce pas? Il faisait plein de petites actions de corruption. Il se baladait avec un marchand de sommeil, là également, de New York, qui était un trafiquant aussi. Donc, il a baigné dans tout ça. Maintenant, comme il a été condamné et qu'il doit rembourser l'argent, il a été condamné aux États-Unis. C'est même là qu'il a eu son diplôme. Même sur son diplôme aussi, apparemment, il y a des problèmes. Il aurait rusé pour trouver ce diplôme aussi aux États-Unis. Donc, son histoire est très floue. Mais ce qui en ressort, c'est que c'est un agent américain. Les États-Unis et les Occidentaux, de manière générale, quand ils placent quelqu'un, ils placent toujours des gens qui prennent des casseroles derrière eux pour pouvoir les contrôler. C'est comme les Macron. Si Macron essaye de paniquer trop ou de s'écarter de la ligne directrice, donc Macron a voulu s'écarter. Mais les quelques vérités ont commencé à sortir au sujet de son mari, là, le vieux qui est avec lui. Donc, ils sont comme ça, ils mettent toujours des gens qui ont des casseroles cachées. Comme ça, le jour où tu t'écartes, ils contrôlent. Donc, Tinubu, d'ailleurs, Tinubu a travaillé pour Chevron. Il a travaillé pour Chevron, l'entreprise Chevron. Bon, quand tu as déjà travaillé pour des entreprises pétrolières américaines, et après tu deviens président, tu es toujours leur... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que Tinubu a essayé d'empêcher Dangote. On se souvient de ce qui s'est passé. Le même Tinubu, pour protéger Shell, Chevron et d'autres filiales de Exxon, il a discriminé Dangote avec la grande raffinerie qui mettait à mal les raffineries extérieures, puisque le Nigeria n'allait plus exporter beaucoup de pétrole. Et donc, les raffineries françaises, anglaises, et parce qu'il y a aussi Total qui est là-bas, donc Total, Shell pour les Anglais, et Shell et BP pour les Anglais, puis Exxon pour les Américains, et Chevron pour les Américains, n'allaient plus avoir beaucoup de pétrole à exporter. Voilà pourquoi il leur a mis des bâtons dans les roues. Donc, quand il arrive... Oui. Ouais. Oui. Non, la question c'est, comment tu expliques, parce que moi il y a un truc que j'arrive plus à comprendre en islam. Comment tu expliques qu'un type, le Nigeria c'est la première puissance économique du continent africain, c'est le premier producteur de pétrole, comment tu expliques que un musulman peut s'allier à un chrétien, je parle sur le plan symbolique, hein. En tout cas, le gouvernement du Nigeria précise que d'autres frappes américaines vont venir. D'autres frappes américaines sur le Nigeria sont annoncées. C'est le gouvernement du Nigeria qui affirme cela. Comment est-ce que toi, c'est-à-dire, moi je ne pense pas une seule seconde, en toute sincérité, qu'il soit question de combattre un quelconque terrorisme au Nigeria. Je ne sais pas ce qui se passe, mais qu'est-ce que tout ça peut cacher? Parce que le Nigeria, c'est un pays... Alors, je ne sais plus si le Nigeria a intégré les BRICS ou pas, je ne sais pas. Je ne pense pas que Tinubu... Je ne sais pas quand est-ce qu'auront lieu les prochaines élections au Nigeria. Alors, est-ce que quelqu'un... Attendez, je vais peut-être vérifier moi-même. Date des prochaines élections au Nigeria, on va essayer de faire ça. Tu as la parole, Médusa. Hein. C'est juste pour voir, est-ce que date des prochaines élections présidentielles Nigeria. Parce que le Nigeria, alors, c'est en 2027. Voilà. C'est-à-dire que les prochaines élections présidentielles au Nigeria ont lieu en 2027. Alors, la date exacte, je vais essayer de la trouver. Hein. Donc, c'est en février 2027. Hein. Donc, février 2027, ça veut dire à peu près dans un an. Et il faut se rappeler quand même que l'avion qui a été arrêté au Burkina Faso de mémoire, qui venait du Nigeria, cette opération militaire
avait été décidé par le président du Nigeria sans consulter son assemblée. De la même manière que le Nigeria a voulu participer à une intervention militaire contre le Niger il y a 3 ans, et ce sont les militaires nigériens du Nigeria qui se sont opposés à la décision de Tinubu. Alors ma question est la suivante. Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train d'anticiper les futures élections présidentielles au Nigeria, Médusa? Oui, c'est possible, parce que le Nigeria reste quand même un pilier fondamental. On se souvient comment les États-Unis ont déstabilisé le gouvernement du Nigeria depuis le début. Ils ont été impliqués également depuis la guerre du Biafra et bien après, toujours en complicité avec leurs valets, les États-Unis et puis l'Angleterre. Donc, quelque part, ils sont en train de se préparer à la suite. Mais il y a une dernière information qui reste encore à confirmer. Pour le moment, ce n'est pas encore confirmé, mais sur Révolution Permanente, ils ont dit qu'il y aurait des éléments qui indiqueraient qu'il y avait certaines installations au nord du Nigeria qui ne plaisaient pas aux États-Unis, qui étaient contre leurs intérêts. Et donc, ils auraient utilisé ça comme prétexte pour bombarder. Mais ils ont dit que ça reste encore à vérifier vu que l'affaire est encore chaude encore. Donc, ils sont en train installation de quelle nature et par qui? Justement, c'est ça la question qu'ils sont en train de se demander. Ils disaient qu'il y aurait des installations contre les intérêts des États-Unis. Donc, ils se disent, il se pourrait que ce soit, en quelque sorte, juste un prétexte. Et on sait que les États-Unis ont l'habitude d'utiliser des prétextes. Là, par exemple, ils bombardent le Venezuela et ils ont capturé plusieurs bateaux pétroliers qui partent au Venezuela. Donc, il se pourrait que ce soit des installations, soit des pays étrangers, soit des Nigériens eux-mêmes, des gens comme certains riches Nigériens qui ont l'habitude de mettre en place des éléments pour essayer de s'émanciper de la tutelle à la fois des États-Unis et du gouvernement, mais aussi peut-être des forces étrangères, n'est-ce pas? Par exemple, la Chine, la Russie. Exactement, la Chine, la Russie. Et comme les États-Unis, leur plus grande peur, c'est de perdre quand même le Nigeria, parce que c'est quand même l'un des plus grands pourvoyeurs de pétrole pour les États-Unis. Et donc, ils trouvent des prétextes à gauche et à droite. C'est comme ce qu'ils font pour le Venezuela. Ils disent, nous allons combattre les trafiquants de drogue qui sont en train de transporter la drogue du Venezuela. Mais on sait que c'est faux. Depuis, les États-Unis ont fait près de 27 tentatives d'assassinat contre Hugo Chavez à l'époque. Et quand Hugo Chavez est décédé après, automatiquement, son successeur, Nicolas Maduro, est arrivé au pouvoir et ils ont continué avec Nicolas Maduro ce qu'il faisait à Hugo Chavez à l'époque. Il n'a pas voulu céder des gens qui ont nationalisé toutes les entreprises de pétrole américaines. Et donc, depuis, les Américains les agressent. Et là, les États-Unis, Trump, il a juré que le Venezuela va revenir entre les mains des États-Unis. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on utilise aussi chez nous. Mais il y a un autre problème là, Médusa. Alors, moi, je vais dire un mot aux jeunes qui écoutent ce live. Vous écoutez les échanges que j'ai avec Médusa, Afrique Nouvelle, Kamsi qui était là tout à l'heure. Vous remarquez que on ne fait pas de géopolitique sans interroger l'histoire. Médusa vient de vous parler de ce qui est arrivé au précédent président vénézuélien, Hugo Chavez, qui a échappé à 27 tentatives d'assassinat de la part des États-Unis. Ça, c'est de l'analyse géopolitique. Quand on fait de l'analyse géopolitique, on doit consulter l'histoire. Quelqu'un je sais pas moi, qui fait un live ou qui vous parle de géopolitique sans jamais rappeler les faits historiques. Parce qu'en géopolitique, le présent n'est que l'héritier du passé. Et en fait, c'est pas qu'en géopolitique, c'est en toute chose. C'est en toute chose. Donc, ma question, Médusa, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression que l'oncle Sam est en train de perdre la tête, là? Qu'on a l'impression que c'est une espèce de coq sans tête qui court dans tous les sens, c'est-à-dire qui est dominé sur le plan technologique, les semi-conducteurs, qui est dominé sur l'IA, qui est dominé sur l'industrie, toutes catégories confondues, qu'elle soit navale, qu'elle soit, j'en sais rien moi, de tout genre, qui est dominé qui voit le dollar s'effondrer, qui était vraiment l'instrument de son hégémonie. Et avec l'effondrement du dollar, c'est les plus de 1000 bases militaires américaines dans le monde
que les États-Unis ne pourront plus maintenir. Il faudra faire rentrer les gars à la maison. Ils sont dominés sur le plan diplomatique parce qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'avoir affaire à ces gens-là. Et en plus, les États-Unis, ce ne sont pas des gros producteurs de pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que les États-Unis essayent de sauver le peu qui reste? Qu'ils essayent de... Tu vois, ils essayent... En fait, moi, j'avais écouté, je sais plus comment s'appelle ce géopolitologue là. Il expliquait que non, c'est Charles Gave qui disait que le défi de Trump, c'est de passer d'empire à nation normale, parce que les États-Unis n'ont plus les moyens de maintenir l'empire. Militairement, ils ont 30 années de retard sur la Russie et la Chine. Ils n'ont toujours pas mis au point d'armement hypersonique. Ce que la Corée du Nord a déjà mis au point, ce que l'Iran a mis au point. Est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui que Donald Trump essaye de sécuriser les pays que les États-Unis peuvent encore sécuriser, parce que ils sont en plus confrontés au retour de manivelle qu'est la démocratie. C'est-à-dire que Tinubu, qui a servi les intérêts des États-Unis, comme tu viens de nous le rappeler, ce mec-là, dans un an, il ne sera plus là. C'est-à-dire que la démocratie qui permettait aux États-Unis de déstabiliser les peuples dans le monde, c'est cette même démocratie qui va sceller le sort des États occidentaux. T'en penses quoi? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce de course folle, tu vois, saupoudrée d'affaires Epstein, de petites gamines de 9 ans, que Donald Trump allait se taper avec le Lolita Express sur l'île du Juif totalement barré, là? T'en penses quoi de tout ça, Médusa? C'est une bonne analyse, parce que les États-Unis, le problème des États-Unis, c'est que pendant un moment donné, ils s'étaient retrouvés au sommet du monde. On avait deux systèmes totalement opposés qui fonctionnaient. On avait d'un côté le bloc communiste et puis le bloc atlantiste, euro-atlantiste, qui avait le capitalisme. Mais le problème, c'est que les mêmes personnes qui avaient qui ont participé à déclencher cette guerre par le capitalisme, avaient pour objectif de dominer le monde entier. Parce qu'il faut créer un système, un capitalisme planétaire dans lequel l'individu deviendra un citoyen du monde, il n'aura plus de culture, plus d'origine, plus de tradition, mais un individu hors sol. Et pour ça, il a fallu d'abord détruire tout ce qui peut constituer une réalité. Oui, pardon, c'est moi. Ah, ok, désolé. Pardon, je coupe mon micro parce que je suis un peu dehors. Je suis désolé. Je coupe mon micro. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, il fallait couper tout ce qui pouvait représenter un frein. Et le système bancaire était en quelque sorte le fer de lance de ça. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, ceux qui dominent, c'est le pouvoir financier et le pouvoir médiatique, qui sont les deux plus grands pouvoirs qui dominent tous les autres. Toutes les entreprises du monde, n'est-ce pas, sont dominées par deux entreprises qui sont BlackRock et Vanguard, n'est-ce pas? Et les patrons de BlackRock et Vanguard font partie d'une communauté dont il ne faut pas dire le nom, mais que vous connaissez déjà, donc la communauté de la lumière. Et donc, ce sont ces personnes qui vont pousser les États-Unis à devenir, mais d'abord s'attaquer au bloc communiste. Et quand le bloc communiste sera totalement détruit, les mecs se retrouvent devant le monde entier tout seul, la seule grande puissance. Tout le monde entier était affaibli. Ils ont lâché des bombes atomiques. Je rappelle que c'est les seuls peuples à avoir balancé des bombes atomiques sur d'autres peuples. Ils balancent des bombes atomiques au Japon alors que la guerre avait déjà été gagnée, mais Truman a dit balancez-leur. Merci beaucoup. Ça, c'est toutes les guerres que les États-Unis, la force de paix, a fait sur le monde entier. La liste de toutes les guerres. Mais c'est eux qui donnent des leçons. Et attention, il n'y a pas les pays d'Afrique là-dedans. Il y a juste l'Angola, il y a le Congo, mais tu n'as pas l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, l'Angola. Enfin, si tu as l'Angola, le Mozambique ne se figure pas dans la liste. Tu as énormément. Tu devrais multiplier cette liste fois 2, en fait, si on devait inclure tous les pays que les États-Unis, la France, l'Union européenne, enfin, que les Blancs, en gros. Hein, voilà.
ont attaqué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vas-y, mon frère. Exactement. C'est-à-dire que des personnes qui ont fait le plus de bombardements dans le monde entier sont les mêmes. Et en plus, ils s'étonnent de recevoir l'immigration alors que celui qui sème, celui qui exporte la guerre, exporte des bombardements à l'extérieur, la déstabilisation, bah, il reçoit le grand remplacement en retour. Mais ces gens-là, comme c'est des descendants de lâches, les mêmes qui ont le plus grand remplacé le monde et qui ont le plus exporté la guerre, se plaignent de recevoir en retour les conséquences de leurs propres actes. Donc, ce qui n'a pas beaucoup de problèmes. Et donc, ces mêmes États-Unis se sont retrouvés comme des rois du monde. Et donc, à ce moment-là, ils ont commencé à bombarder tout ce qu'ils voulaient. Ils ont imposé le dollar partout depuis les accords de Bretton Woods. Et ils ont fait en sorte de vassaliser l'Union européenne, n'est-ce pas? On sait que déjà les Schuman, Asselineau a bien fait cette analyse en montrant que des Robert Schuman et tous ceux qui ont participé à créer l'Union européenne étaient des agents qui travaillaient pour la CIA. Et on a vu Sarkozy, le dernier agent de la CIA, comment il a fait passer la Constitution européenne qui était presque rédigée par les États-Unis d'Amérique. Donc, on sait que le but a toujours été là. Donc, là, les États-Unis étaient maîtres du monde. Mais là, il y a Poutine qui arrive, qui redresse la Russie, qui vire Yeltsin et les autres, et qui remet la course à l'armement en créant des armes hypersoniques que même les États-Unis n'avaient pas, en rééquilibrant l'économie. Et là, la Chine aussi, après près de 40 ans de développement, c'est quand même un des rares pays qui, en 40 ans, réussit de passer de pays le plus pauvre, l'un des pays les plus pauvres du monde, dont même certains PIB de nos pays en Afrique étaient plus élevés que celui de la Chine à l'époque, à première puissance quasiment dans à peu près tous les domaines. Aujourd'hui, la Chine est une grande puissance sur le plan technologique. Ils ne sont plus des gens qui copient les technologies, mais ils deviennent des innovateurs, des inventeurs. Vous avez des entreprises telles que Huawei, n'est-ce pas, ou Xiaomi, qui déposent des milliers, près de 20 000 brevets. C'est dingue à imaginer. À l'époque, ils étaient à 7 000 brevets. Aujourd'hui, ils sont prêts à 20 000 brevets par année, ce qui est absolument dingue. Au niveau de l'intelligence artificielle, vous avez des gens tels que Qwen, l'intelligence Qwen de Alibaba. Vous avez DeepSeek, développé par les Chinois. Vous avez, comment ça s'appelle, One, développé toujours par eux. Il y a plein d'autres IA en Chine qui font la même chose, sinon mieux même que les États-Unis. Et là, il y a une révolution que DeepSeek vient de créer qui est complètement dingue. Ils ont réussi à créer une nouvelle technologie qui fait que désormais, une IA n'a plus besoin d'avoir des microprocesseurs parce qu'ils ont voulu sanctionner les États-Unis en empêchant l'entreprise NVIDIA de leur livrer des cartes graphiques. Ils ont créé donc une technique pour compresser des IA. C'est dingue. Mais est-ce que tu te rends compte que les Chinois, ils font des voitures qui montent dans les arbres, mon frère? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et ils viennent de chasser NVIDIA du marché chinois. Et l'autre là vient de créer, comment il s'appelle, Xiaomi. Xiaomi vient de créer une puce qui est plus performante que la puce de NVIDIA d'il y a, je crois, 5 mois qu'ils avaient publié. Plus performante encore. Et qui est utilisée déjà. Il y a Huawei qui en a commandé beaucoup. Il y a plein de boîtes chinoises qui en ont commandé. C'est-à-dire que c'est absolument dingue. Ils ont créé une carte graphique qui est aussi puissante au même niveau que celle de NVIDIA. Donc, tout ça, ça fait que, quand tu disais que les États-Unis sont à la ramasse, oui, ils le sont dans plein de domaines. Sur le plan du dollar, là, ils ont commis... Mais comment toi, tu expliques, en toute sincérité, comment t'expliques? En fait, moi, j'ai dit à ma femme, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, mais en fait, tu vois, les Occidentaux, on a longtemps pensé dans le monde que les Occidentaux étaient brillants. En fait, ils ne sont pas brillants. Ils sont juste brutaux. Ce sont les 900 ou 1000 bases militaires occidentales qui ont permis à l'Occident de dominer le monde. Ce n'est pas leur intelligence. Aujourd'hui, ils ont perdu la prédominance sur le plan militaire. Bah, il y a tout le reste qui s'effondre. Pourquoi les États-Unis continuent à faire jouer les armes alors qu'aujourd'hui, ils devraient faire jouer la diplomatie? Je veux dire, un pays comme le Nigeria, d'ici à la fin de ce siècle, il y aura 1 milliard d'habitants quasiment au Nigeria. Je veux dire, tu as besoin de relancer une industrie américaine. Mais pourquoi tu ne vas pas signer des deals avec ces pays-là? Parce que la moyenne d'âge au Nigeria, ça doit être 18 ans.
Pourquoi tu ne vas pas signer des deals avec ces pays-là de manière à ce que les entreprises américaines puissent trouver de nouveaux débouchés? Pourquoi utiliser les armes? Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. Pourquoi, en gros, pourquoi ils sont aussi sauvages, Médusa? En fait, la raison pour laquelle c'est lié à une stratégie en sociologie qu'on appelle la stratégie RK, qui explique qu'il y a deux types de peuples. Il y a des peuples qui vivent dans des endroits qui sont en quelque sorte des bénédictions pour la nature. Vous avez des Africains, par exemple, et qui vont se développer d'une certaine manière que la priorité, puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller attaquer d'autres peuples pour aller se développer, pour aller avoir des ressources, puisqu'ils en ont déjà. Ce qui fait que leurs ressources vont maintenant aller à l'utilisation. Ils vont développer des techniques de la société pour répartir les ressources, n'est-ce pas, la répartition des ressources. Ils vont maintenant développer l'environnement, ce qui développe une forme d'intelligence sociale. Et vous avez d'autres peuples qui sont issus des milieux très froids où la nature est hostile. Et en psychologie évolutionniste, on explique que quand des gens sont issus des conditions naturelles qui sont sévères, qui sont extrêmes, ça donne des comportements sévères et extrêmes, presque animaliers. Et donc, ces gens-là, dès le début, ils étaient obligés de recourir à du cannibalisme déjà à l'époque, parce que tu ne peux pas courir derrière un animal quand tu as, je ne sais pas moi, 5 cm de neige, 10 cm de neige, tu ne peux pas courir derrière un animal. Et quand l'animal se fait rare alors qu'il y a de la neige, tu ne peux pas cultiver du potager à côté parce qu'il essaie de cultiver pendant la neige, pendant le froid. Eh bien, il te reste, la seule solution, c'est l'autre qui est à côté. Et donc, ils avaient recours au cannibalisme. Ce comportement-là, avec le temps, parce qu'on pense souvent que le cannibalisme, c'est quelque chose qui s'était terminé depuis longtemps. Mais non, c'est extrêmement récent. Hein. C'est seulement récemment, à partir du 19e siècle, 20e siècle, 19e siècle, 18e siècle, qu'ils ont commencé à arrêter ça. Mais sinon, ça se continuait. Donc, mais en 1921, en Allemagne, on continuait à pratiquer le cannibalisme médical. En 1921. Il y a un bon papier de la BBC là-dessus. Merci beaucoup, Médusa. On va écouter le frère Bibip. Je ne sais pas si tu t'es exprimé sur le sujet. Là, on en est arrivé à... On a compris que, et ça, c'est depuis maintenant disons, ça a démarré l'effondrement des États-Unis. Bah, c'est depuis Maïdan, hein, c'est depuis 2004. D'accord? La révolution orange qu'ils ont entrepris en Ukraine. C'était un petit peu le chant du cygne. Il y a eu Maïdan, il y a eu le coup d'État en 2014, l'installation de marionnettes, la défaite des États-Unis sur le plan, j'allais dire, politique et diplomatique. On peut acter ça à Maïdan, donc 2004. Ensuite, il y a eu la défaite des États-Unis sur le plan militaire, c'est-à-dire, on est le 31 mars 2018. Lorsque Vladimir Poutine fait ce discours devant la Douma où il va introduire les nouveaux systèmes d'armement hypersoniques, on a quand même des vitesses de 7 km par seconde. Hein. Moi, à chaque fois que je dis 7 km par seconde, mon cerveau, j'essaye juste de conceptualiser dans ma tête. C'est limite si ça me crame pas des neurones, quoi, en direct, hein, quand je dis 7 km par seconde. Donc ça, c'était en 2018 où, en fait, la Russie annonce à l'ensemble du monde occidental que dorénavant, ils ont 30 années de retard en matière de système d'armement. Et en plus, le pire en 2018, c'est que quand Poutine l'annonce, il n'annonce pas un projet. Non, il annonce des systèmes d'armement qui sont déjà produits en série, dont les fameux, on a le Sarmat, on a le Kinjal qui était annoncé en 2018. Et c'est ce Kinjal aujourd'hui. Après, on a aussi les systèmes de défense électronique, des systèmes de guerre électronique qui sont hallucinantes. Alors, je vais vous illustrer cela. J'avais lu un article sur un site internet qui s'appelle réseauinternational.net, dont je publie régulièrement les articles dans le groupe Telegram Les Fétiches de guerre. Il y avait un navire, un croiseur américain, je ne sais plus dans quel océan on était, mais c'était en Europe, qui voit approcher 2 Sukhoi russes. Mais vous savez, un navire, en fait, un bâtiment militaire a ce qu'on appelle des zones de sécurité où il ne faut pas franchir. C'est comme les animaux. C'est-à-dire un animal, il a une distance de sécurité. Quand tu pénètres dans cette zone, eh bien, il devient agressif parce que tu menaces ses sécurités. Eh bien, pour les navires de guerre, c'est pareil. En fait, un navire, je ne sais plus quelle est la distance de sécurité d'un bateau, mais quand tu rentres dans cet espace, en fait, tu deviens une menace pour le navire.
Eh bien, en fait, il se trouve que les deux Sukhoi russes ont pénétré l'espace, donc l'aire de sécurité du bateau. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On appelle le Pentagone d'urgence. Le Pentagone, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le ministère de la Défense à Moscou. Et immédiatement, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que font vos avions? Ils ont pénétré notre espace de sécurité à tel endroit, telle coordonnée, tel truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux Sukhoi arrivent, ils font un vol stationnaire à moins de 100 mètres du bateau. Un vol stationnaire, en gros, ils volent sur place, quoi. Et ils sont restés en vol stationnaire pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, choup, les deux avions disparaissent dans l'horizon. Vous savez ce qui s'est passé? 10 minutes après, tous les systèmes électroniques des navires se sont éteints. Tous les téléphones portables sur le bateau se sont éteints. Il n'y avait plus de jus. Je suis sérieux. Il faudrait que je retrouve l'article et que je vous reposte ça dans le groupe Telegram. Il n'y avait plus de jus dans le navire. C'est-à-dire que tu te retrouves en plein milieu de l'océan. Plus rien d'électronique ne s'allume. Pendant 30 minutes, ils sont dans un blackout total. Moteur arrêté, tout. Et 30 minutes après, tout s'allume dans le navire, les téléphones se réallument, c'est reparti. Vous savez quoi? Ce navire de guerre américain est allé accoster, je crois que c'est en Roumanie, et la moitié de l'équipage américain a déposé sa démission. Ce jour-là. La moitié de l'équipage du navire, je crois qu'on est en 2014, ce que je suis en train de vous dire là, dépose sa démission. Voilà un petit peu ce que sont capables de faire les Russes. Comment on appelle en Syrie, les Russes avaient déployé... Ouais. Il y a aussi un truc comme ça qui s'est passé, on appelle ça le syndrome de la Havane, les gens peuvent aller vérifier. La Chine a développé un truc, c'est un syndrome, les États-Unis ne le savaient pas. Comme par hasard, des membres du gouvernement américain et des membres de l'armée américaine, ils ont commencé à souffrir d'une maladie bizarre qu'on appelle syndrome de la Havane. Les mecs, ils deviennent fous, ils ont des hallucinations, ils voient qu'il y a des picotements, et puis ils perdent la boule complètement. Aucun médecin, tous les médecins connaissaient qu'on appelait ça syndrome de la Havane, jusqu'à ce qu'on a découvert qu'une fois quand il y a eu un conflit entre la Chine et puis un petit conflit entre la Chine et puis le Pakistan, l'armée chinoise pas la Chine, entre l'Inde et le Pakistan, l'armée chinoise est intervenue juste pour les secteurs. Et comme par hasard, pour l'intervention, ils ont tous souffert du syndrome de la Havane en haut là-bas. C'est là où ils ont compris qu'en réalité, c'est un système que la Chine peut activer. Ça, probablement, ils ont développé des armes sur le plan des ondes pour rendre les gens un peu dingues. Et c'est là où les États-Unis ont compris ça. Voilà. Ils sont assaillis de tout. Mais de la même manière que les pilotes de chasse américains ont révélé le fait qu'ils avaient de gros problèmes, c'est-à-dire qu'ils avaient des maux de tête pas possibles. À chaque fois qu'ils croisaient dans le ciel un avion russe, ils avaient des maux de tête pas possibles. Certains atterrissaient en urgence. Ce sont les systèmes de guerre électronique. Quand il y a eu le conflit en Syrie, Israël qui occupait le plateau du Golan, qui avait installé la sœur Kiki vous a mis le lien du groupe Telegram, les fétiches de guerre, là, dans le chat. Médusa, faut pas hésiter à poster le lien de ton groupe Telegram parce que c'est important que les frères et les sœurs puissent venir récupérer la documentation sur les différents éléments que nous abordons. La Russie en Syrie avait déployé des systèmes qu'on appelle Noumansk. Ce sont des systèmes de guerre électronique. Il se trouve que tous les avions américains pilotés par des Israéliens qui étaient dans le ciel déconnaient totalement. Tous les avions qui étaient au sol ne pouvaient plus décoller et ceux qui étaient dans le ciel ne pouvaient pas atterrir. En fait, les Russes et les Chinois, sincèrement, et ce sont des généraux américains qui expliquent que, en termes de technologie militaire, l'Occident est en 1995. Ils sont en 1995 lorsque les Russes, les Chinois et les Nord-Coréens sont en 2025. Donc, c'est vous expliquer qu'aujourd'hui, moi, personnellement, fétiche de guerre, je ne comprends pas
je ne comprends pas que les États-Unis soient encore en train de bombarder des nations pour tous les prétextes possibles et imaginables. C'est-à-dire que pour moi, ça relève, je ne sais pas si les maladies psychiatriques peuvent se transmettre génétiquement. Alors nous, on en connaît un chez les fétiches de guerre. On en connaît une de maladie qu'on a étudiée parce que Médusa, un jour, toi qui es médecin, on avait lu un livre abominable sur les Occidentaux parce qu'on essaie de comprendre comment ces gars-là réfléchissaient. Et une sœur ou un frère a dit, mais fétiche, c'est des psychopathes. Alors en direct sur YouTube, je suis allé sur Google, j'ai mis l'écran et tout. Je suis allé voir ce que c'était qu'un psychopathe. En fait, un psychopathe, c'est un mec qui peut tuer des hommes et des nanas, 4, 5, 10, 20, ça peut être un tueur en série. Mais si ce psychopathe a des enfants, les enfants sont sains. C'est-à-dire que les enfants d'un psychopathe ne deviennent pas psychopathes parce que leur père était psychopathe. Et le mot sociopathe est apparu, Médusa. Pareil, on prend Google, on va chercher. Sociopathe, ça veut dire quoi? Et là, je peux te dire, Médusa, même encore aujourd'hui, quand je pense à ce mot-là, j'ai la chair de poule. En fait, un sociopathe, c'est un psychopathe, mais qui, lui, ne va pas éliminer 4-5 personnes dont il va dissimuler les corps. Lui, c'est un tueur de masse, mais un tueur de masse à l'échelle des peuples. C'est pour ça qu'on dit sociopathe. Lui, quand il décide de tuer, lui, il ne regarde pas un village que des blondes ou que des brunes. Non, non, non. Lui, c'est un tueur de masse. Et le pire, c'est le sociopathe, c'est que c'est génétiquement transmissible. Les enfants d'un sociopathe sont sociopathes. Et c'est peut-être ce qui exprime le comportement des Occidentaux. 2000 ans de massacres non-stop. Même aujourd'hui, avec la Chine, la Russie, qui ont pris le dessus sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan technologique, sur tous les plans, les mecs continuent à envoyer des bombes. Je veux dire, à un moment donné, putain, mais on vit avec... C'est quoi ces gens-là? Moi, je comprends plus rien. Là. Bip, bip, tu es là, mon frère, ou pas? Bon, t'es Kassam. Bonjour. Ouais, bonjour, fétiche. Ah, Bip, bip est là. Ouais, Ouais, bonjour. Oui, non, j'ai écouté le live depuis le début. Les interventions étaient très pertinentes. Les échanges qu'il y a eu étaient très constructifs d'ailleurs. Et les analyses très pointilleuses. Alors moi, la seule chose en fait que moi je veux dire, désolé, je pense que je n'ai pas besoin d'amener d'arguments d'analyse géopolitique ici parce que les armes en présence seront plus efficaces que moi. Moi, ce que je souligne surtout sur ces événements, c'est que c'est quand même symbolique parce que on a ici la violation entre guillemets, parce que moi je le prends comme ça, la violation du sol de la première économie africaine qui est incapable de se défendre. Oui, mais attends, le Nigeria communique publiquement en indiquant qu'elle a validé ses frappes et pire encore, il y a d'autres frappes à venir. C'est ça. C'est hallucinant. C'est ce que dit Monsieur c'est ce que dit, il s'appelle comment là? C'est le communiqué d'Abuja, mais il met pas son nom. C'est Monsieur Susan Janji. Voilà, ça c'est hallucinant. Moi, la lecture, excuse-moi. C'est ce que dit le ministre nigérien des Affaires étrangères, Monsieur Youssouf Tougar, lors d'une conférence de presse le 4 novembre 2025 à Berlin, en Allemagne. Il dit que le Nigeria évoque de nouvelles frappes en coordination avec les États-Unis. Vas-y, mon frère. Mais fétiche, il suffit parfois de comparer juste le procédé, le processus. Par exemple, ce qui s'est passé entre le Venezuela et les États-Unis, il y a eu tout un processus. On a eu les informations, comme quoi il y avait un mouvement des troupes américaines, comme quoi il y avait Attends, je complète ton propos, je te lis juste un truc, tu continues à réagir. C'est le Nigeria qui a fourni les renseignements à Washington, a déclaré M. Tougar, donc ministre des Affaires étrangères, c'est ça? Ça ne sait pas différencier qui est l'innocent de qui est coupable.
Donc, à force de bombarder, il y a toujours ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Et ces dommages collatéraux, ça se paye par des vies humaines. Donc, quand ils sont en train de bombarder, d'abord, le terrorisme en Afrique, ça ne se soigne pas par des frappes aveugles comme ça. C'est très difficile et il faut demander aux gens de l'AES, il faut écouter les communiqués des gouvernements de l'AES quand ils parlent. Ils vous disent les terroristes ont développé des techniques bizarres, ils se confondent à la population. Ils s'habillent comme des populations locales, n'est-ce pas? Ils se camouflent dans des maisons, ils prennent en otage des gens, donc c'est très compliqué. C'est la forme, on appelle ça la guerre hybride, la forme de guerre la plus difficile. Les guerres dans des zones urbaines et périurbaines, c'est plus difficile que de se battre en forêt même. Parce que là-bas, au moins, tu sais, on pouvait balancer des bombes, il n'y a que eux. Mais quand les gens sont dans des cités, dans des villes, mélangés à la population, en train de terroriser les gens, c'est très dur de savoir qui il est. Il arrivait que quand les gens de l'AES arrivaient quelque part, ceux qui se battent au Burkina, par exemple, et au Mali, quand ils débarquent, ils viennent dans un village, les gens ont tous la même tête. Ils ne savent plus qui est terroriste, qui ne l'est pas. Donc, c'est très dur. Donc, les mecs doivent développer un sens. Voilà pourquoi ils ont commencé à mettre des drones pour les regarder, pour les repérer à un moment donné, pour savoir un peu la façon de s'habiller, comment ils sont. C'est très dur de les séparer. Parce qu'ils sont préparés, ils ont plusieurs vêtements, ils ont toujours au moins 4 vêtements sur eux. Quand tu enlèves le premier vêtement, il y a un autre vêtement en bas. Tu enlèves un autre, il y a un autre en bas. Donc, Trump, quand il arrive, il vient bombarder. Mais ce qu'il ne dit pas aussi, c'est que les dossiers qui avaient été révélés lors du scandale Wikileaks disaient quelque chose de très simple. C'est quoi? C'est qu'on avait vu dans les emails de la femme, là, comment on l'appelait déjà, Hillary Clinton, qu'elle donnait, il y avait des instructions qui étaient données pour armer, pour envoyer de la logistique auprès des terroristes du nord, du Mali, du sud de l'Algérie, de tous les pays qui étaient ce qu'on appelait le JNIM, n'est-ce pas, le AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais ce sont donc les Boko Haram, parce que Boko Haram a fait allusion finalement à l'État islamique. Donc, ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est aussi une fabrication américaine pour déstabiliser les pays. Parce qu'on ne peut pas me dire, quand les enfants de Chibok, par exemple, ont été piqués là-bas, John Kerry, qui était secrétaire d'État aux États-Unis, le mec, il avait dit, écoutez, les États-Unis, la CIA, nous mobilisons la CIA pour vous aider à trouver ces filles-là qui ont été capturées. Là, le monde entier s'est dit, bon, écoutez, c'est les plus grands services secrets au monde. Il n'y a personne qui peut se cacher sur cette terre de manière à ce qu'eux, ils ne peuvent pas te trouver. S'ils veulent te trouver même sous une grotte, ils sont capables de te localiser avec des satellites bizarres qu'ils ont. Malgré ça, jusqu'au moment où on parle, les États-Unis, malgré l'annonce officielle du secrétaire d'État américain, ils n'ont jamais trouvé les lycéennes de Chibok. Moi, si je vais sur Google Maps seulement, je peux voir ta maison en haut, la toiture de ta maison. Mais eux qui ont des satellites plus puissants que ceux de Google n'ont pas pu localiser où est-ce que les terroristes sont partis cacher les enfants là. Donc, on voit que c'est une mascarade, ce sont des gens qui travaillent pour eux. Le but, c'est de déstabiliser depuis longtemps le Nigeria. C'est-à-dire que de s'associer, il faut savoir que l'impérialisme arabo-musulman et l'impérialisme occidental ont toujours travaillé de concert. Ils ont toujours travaillé main dans la main. Merci de le répéter. Merci de le répéter. Quand il s'agit de tuer des Noirs, christianisme, islam et judaïsme sont des frères. C'est ça que nous ne comprenons pas. Parce que dans ces bombardements-là, aucun blanc n'est mort, aucun arabe n'est mort. C'est que des noirs qui meurent. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit aux frères, sortez des religions. Parce que le panarabisme, l'islam, est un instrument de conquête de territoire. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ben oui, le christianisme, les religions, ce sont des instruments de conquête. Vous pensez sincèrement que si les Blancs avaient découvert le paradis, ils viendraient le partager avec nous? Mais putain, quand ils découvrent de l'or, les Blancs chez eux, est-ce qu'ils acceptent de partager leur or avec nous? L'or, ils refusent de le partager avec nous, et vous venez nous expliquer que non, c'est le paradis qu'ils vont partager.
Va là-bas, De Gaulle. J'ai un coq là qui me casse les pieds, je te jure. Je l'appelais De Gaulle, Médusa. Un casse-bonbon. Mais Fétiche, il faut noter aussi une autre incohérence dans leur communiqué. C'est qu'ils disent que l'État nigérien, le service de renseignement nigérien détenait toutes les informations de localisation. Mais s'ils ont toutes les informations de localisation sur leur territoire, qu'est-ce qui les empêche alors de prendre un avion, un hélico, comme ce qu'ils ont fait au Bénin? Qu'est-ce qui les empêche d'intervenir sur leur sol? Mais il y a autre chose, Bibi. Le Nigeria a des accords de défense avec la Russie. Pourquoi ils font appel aux États-Unis? Exact. C'est incohérent. Parce qu'en 2021, en août 2021, de mémoire, août 2021 ou août 2022, mais je crois que c'est août 2021, le Nigeria, la même année que l'Arabie Saoudite, cite des accords de défense avec la Russie. En août 2021, Tinubu n'était pas président du Nigeria, de mémoire. Ce n'était pas lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tinubu, attendez, je vérifie, parce que ça c'est vraiment important. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom du président du Nigeria en 2021? Merci. Good luck, Jonathan. Jonathan. Voilà, c'était Good Luck Jonathan. Good Luck Jonathan, lui, il va signer des accords avec la Russie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tinubu, est-ce qu'on est en droit de penser que Tinubu, c'est l'agent américain qui est chargé de ramener les États-Unis, de ramener le Nigeria, le premier producteur de pétrole africain, dans l'escarcelle des États-Unis? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on a le droit de penser cela? Oui, vas-y. Et d'abord, j'ai noté les questions tout à l'heure. Avant, tu m'avais demandé de prendre la parole, mais j'avais le micro muté. Je savais pas que je pouvais activer ici. Parlant de Tinubu, moi, je pense qu'il s'agit d'un cas typique de d'entrisme, en fait, avec un monsieur qui est mouillé avec des dossiers sales et qu'ils ont tout fait pour pousser à la tête de l'État nigérien. Et comme ça, ils peuvent avoir le contrôle sur les décisions politiques au niveau du Nigeria. Et on sait tous de par l'histoire, même si on prend les déclarations de M. Mélenchon quand il était au Burkina Faso, et il déclare que la démographie nigériane est une menace. Pas au Burkina, au Sénégal. C'était au Sénégal. Non, il confond avec Macron. C'était Macron qui avait dit que le problème de l'Afrique, c'est le ventre de la femme africaine qui met trop d'enfants. Non, oui, Mélenchon aussi avait dit un truc comme ça. Mélenchon l'avait rappelé, on avait écouté. Mélenchon l'avait rappelé aussi. Mélenchon, c'est au Sénégal. Non, c'est au Burkina aussi. C'est au Burkina Faso. Il l'a fait aussi au Burkina. En fait, ils le font partout où ils vont. Mais nous, moi, j'étais là avec TK Sam quand on a écouté Mélenchon sur ce sujet au Burkina. Oui, du coup, déjà, Monsieur Tinubu, il est mort. Ça dit, lui, il est là-bas, il décide rien. Maintenant, si on revient sur l'attaque, moi, je suivais depuis, sur cette histoire, ça fait plus de 6 mois ou 7 mois. Comment est-ce qu'ils ont commencé la communication? Ils ont commencé la communication avec des conservateurs et chrétiens qui sont pro-Trump, qui tout le temps, quand ils font leur prédication, ils disent « Ouais, le président Trump doit aller au Nigeria sauver les chrétiens. » Et oui, attends, petite correction. Le président du Nigeria en 2021, c'est Muhammadu Buhari. En 2021? Ah oui. En 2021, oui. Ah oui, c'était Buhari. C'était avant Buhari. Ouais, c'était avant. C'est Buhari. Ouais, donc... Jonathan, lui, il était chrétien. Et Buhari, quand il a succédé, il était musulman et donc il a envoyé son frère musulman après. Exactement. Donc, ça passait en boucle, en fait. Il y avait beaucoup qui parlaient de ça dans leur prédication et après, ils ont commencé par les influenceurs nigérians qu'il y a eu des attaques, qu'il y a eu des... Donc, si vous voulez,
Tout ceci a été préparé. Déjà, ils ont préparé les mentalités, déjà en donnant de l'argent aux influenceurs nigérians pour amplifier le cas des attaques au Nigeria, pour après intervenir. Et je termine par ceci. Les conversations téléphoniques. Il part d'abord de 19 minutes et après 5 minutes. Et qui sont ceux qui ont parlé? Les ministres des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain. S'il faut faire une attaque, ce ne sont pas les deux qui devraient avoir une conversation, je pense. Ça doit être les gens qui sont directement liés à la défense, au fait. Du coup, tout est flou. Je crois que les États-Unis ont fait ce qu'ils voulaient faire et ils ont juste justifié cela en disant que c'était en connivence avec le gouvernement nigérien. Et ce qui me fait rire, au fait, en dernière position, c'est que ils disent que c'est l'État nigérien qui leur a fourni les informations. Ça, c'est de se foutre de notre gueule. Si eux, ils ont toutes les informations qu'ils veulent. Mais Tekassam, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui peut... Alors, en dehors du fait que naturellement, il y a des élections en 2027 et que les États-Unis entendent peser pour le choix du prochain dirigeant du Nigeria, et ça là nous relève d'ailleurs le problème que constitue la démocratie. Là, en l'occurrence, la démocratie est une bonne chose pour l'Afrique parce que ça va permettre de dégager un espèce de tocard de merde comme Tinubu. Mais sincèrement, quand tu as un dirigeant comme Buhari qui a pris la décision d'orienter le Nigeria vers la Russie, la Chine et les BRICS, je veux dire, tu le gardes. Pourquoi tu le changes? Je veux dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Nigeria est en train de faire un pas en arrière? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a changé Buhari? Je veux dire, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, mais il faut être capable d'évaluer les chefs d'État en Afrique, de maintenir un chef d'État à son poste tant qu'il fait du bon boulot et de le dégager le jour où il fait une grosse merde. Mais on n'a pas à changer de chef d'État tous les 5 ans. C'est quoi ce cirque? Bah oui. Là, on est en train de faire un gros pas en arrière avec... moi, la question que je me pose, c'est qu'espèrent les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils cherchent au Nigeria là? On sait que c'est le pétrole. Mais comment les États-Unis envisagent-ils d'influencer les prochaines élections au Nigeria à venir? Parce que finalement, le véritable enjeu à venir là, au Nigeria, c'est les élections en février 2027. Alors, vous pensez quoi d'après vous, c'est quoi la stratégie américaine? Ben, je réponds rapidement. Vas-y. Fétiche, je pense que en ce qui concerne Muhammadu Buhari, et comme tu viens de le souligner, pourquoi il aurait changé, je crois les Occidentaux ont fait beaucoup de dégâts au temps de Buhari. Il y a eu beaucoup d'attaques au Nigeria au cours de son mandat. Donc, j'explique cela par le fait sûrement qu'il ait signé des accords avec la Russie. Donc, ils ont monté la population contre lui. Du coup, la population disait, ouais, oui. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. Nous, quand le président camerounais s'était allié à Kadhafi pour mettre fin au franc CFA, Kadhafi est mort le 20 octobre 2011. Nous, Boko Haram a commencé au Cameroun le 6 décembre. Hein. Voilà. Boko Haram est la conséquence de que Paul Biya ait voulu mettre un terme au CFA. C'est-à-dire, 3 mois plus tard, Boko Haram massacrait des gens dans le nord du Cameroun. 3 mois après la mort de Kadhafi. Vas-y, mon frère. Donc, je pense que le Nigeria, qui eux, de la même manière, ont essayé d'introduire l'ECO, parce que l'ECO, c'était un projet du Nigeria. C'était la Banque centrale du Nigeria qui devait émettre l'ECO. Ouais. Bah ouais. Et donc, oui, vas-y. Ouais, du coup, ils ont réussi à sauter Buhari de cette façon. Et quand tu rentres dans les commentaires, c'est vrai qu'ils ont créé des faux comptes pour justifier ce que le président américain a fait. Mais quand tu rentres dans les commentaires des Nigérians, eux, ils sont
La majorité est à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont en train de dire qu'ils soutiennent ce que Trump a fait. Donc, si le gouvernement actuel s'aligne sur ce que Trump a fait et ils reviennent à répéter des frappes, ce qui risque d'arriver en 2027, c'est que, sans s'en rendre compte, les populations nigérianes vont encore redonner le pouvoir à ce monsieur, alors que c'est le plan que les Occidentaux ont. Et on voit que M. Tinubu, tout le temps, il est en France, tout le temps, il est avec Macron. Donc, c'est un gars des Occidentaux à la base. Du coup, je crois qu'ils sont en train de jouer sur la psychologie des Nigériens en parlant de chrétiens et de musulmans. Et il y a plein de chrétiens au Nigeria. Merci. Ok, donc en fait, si je comprends bien, merci pour l'intervention, c'est-à-dire en fait, les États-Unis font du populisme en organisant avec le gouvernement du Nigeria des bombardements sur le sol du Nigeria pour remonter la côte de Tinubu, parce que les États-Unis, bah, c'est New York, Miami, c'est des villes pourries, mais qui font faire rêver les débiles qui ne connaissent rien à la réalité du monde. Et donc, l'objectif, c'est de se servir de ces frappes et de mettre ces frappes américaines contre le terrorisme au Nigeria à la solde, finalement, de Tinubu, de montrer que, voilà, président Tinubu, c'est quelqu'un qui utilise les grands moyens pour combattre le terrorisme au Nigeria. Ainsi, faire rehausser la cote de Tinubu en vue des élections présidentielles à venir, c'est totalement plausible ce que le frère vient de nous dire là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Oui, bonjour, Fétiche. Je voulais réagir. Oui, alors, Willy, si tu permets, on va priorité à nos dames. Attendez, messieurs, priorité à Madame Kémit Assumé, ensuite Willy et Médusa. Madame Kémit, vous avez la priorité, vous êtes... allez-y. Merci Fétiche. Oui, je voulais réagir. Pour moi, je pense que Tinubu a voulu justifier auprès de la population nigériane et en même temps, parallèlement, auprès de la population américaine, c'est-à-dire les deux États. Parce qu'on sait très bien que les Américains, les Noirs américains, à un moment, avaient bien défendu l'AES et le président Ibrahim Traoré. Donc, frapper le Nigeria comme ça, tout le monde pense déjà plus loin à l'attaque de l'AES. Et donc, pour moi, c'est pour justifier auprès des populations ils ont dit que d'un commun accord, ils ont convenu de bombarder cette partie-là du Nigeria. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Merci. Monsieur Willy, vous avez la parole. Oui, bonjour Fétiche et bon week-end à tous qui sont sur le panel. Donc, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. Donc, ce que moi je voulais dire sur le sujet, c'est que en géopolitique, il arrive parfois qu'on veuille attaquer un pays voisin, mais on va chez quelqu'un d'autre pour établir, pour s'organiser, pour mieux l'attaquer. Qu'est-ce que je veux par là dire? Le Niger a l'uranium et cet uranium intéresse l'Iran. Et pour mieux encercler le Niger, on se sert du Nigeria en organisant cette espèce d'attaque avec l'accord de l'État nigérian, en leur faisant comprendre que s'il y a du nucléaire et des centrales nucléaires qui se construisent au Niger, vous êtes en danger. Sachant aussi que toutes ces populations, lorsque la France devait dégager du Nigeria, on avait demandé lors du coup d'État au Nigeria d'intervenir dans le cadre de la CEDEAO. Mais l'armée nigériane avait dit, et l'Assemblée avait refusé de donner cet aval à Tinubu. Alors, on repasse par-dessus les barrières, par-dessus les conventions, on essaie d'organiser toute autre chose. Et c'est autre chose dont on demande à Tinubu, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a du terrorisme chez toi? On aimerait quand même intervenir, sachant que l'objectif, c'est d'être à côté de la frontière du Niger pour mieux contrôler les sorties d'uranium de ce pays. Voilà le regard que moi j'ai de tout ce qui s'organise.
le Nigeria ne présente pas de grandes menaces géopolitiques dans le monde pour qu'il soit attaqué du jour au lendemain. Si il y a enfin, s'il y a tout ce spectacle, s'il faut regarder ce qui se passe derrière les rideaux et qu'est-ce que la marionnette veut faire. Alors moi, je pense, à mon humble avis, que c'est ce Niger qui a dégagé la France et qui, aujourd'hui, est libre de vendre son uranium à qui bon lui semble, qui pose problème, sachant que l'Iran a signé des accords de défense, enfin des accords de coopération, pas de défense, de coopération avec le Niger en leur disant on vous proposera des drones pour mieux surveiller et défendre votre territoire. Voilà le regard que moi j'ai de tout ce qui s'organise autour du Nigeria. Ça concerne, moi, c'est mon avis, ça concerne directement les pays de l'AES. Et si je le dis, si je vais sur l'élément factuel qui est l'avion nigérian qui a été immobilisé au Burkina. Cet avion essayait de reclasser l'environnement géosatellitaire de ces pays-là. Et c'est pour cela qu'il a été immobilisé. Et ces données que cet avion transmettait vont servir à qui et pour quelle fin? Si ce n'est pour attaquer le Niger et son uranium. Voilà le point de vue que moi j'ai sur le sujet. Merci beaucoup. C'est parfaitement acceptable. Médusa? Alors, Médusa n'est pas là. Will Batman, ça fait un moment que tu es là, mon frère. Oui, effectivement. Oui, désolé. J'avais mis les écouteurs. Oui, vas-y, Médusa. J'avais mis les écouteurs. Donc, je disais que vraiment, c'est une affaire qui est assez intéressante en ce sens que les États-Unis fabriquent leurs propres monstres. Quoi? Parce que c'est Al-Qaïda, parce que c'est leurs alliés. Et comme on sait depuis l'époque, lorsqu'il y avait ce crime que nous appelons traite, mais qui d'aller vendre aux Occidentaux. Quand c'était le tour des Occidentaux aussi, ils achetaient des humains chez les Occidentaux. Donc, c'est un deal de longue date. Donc là, en fait, on voit que leur deal de longue date que les Occidentaux font avec les Arabes, quand il faut se partager les prédations de l'Afrique, ils sont toujours... Ce terrorisme, ça fait que c'est gagnant-gagnant. D'un côté, une fois que l'islam est en train de se publier au nord du Nigeria, ça arrange l'impérialisme arabe, parce que les Arabes ont besoin d'un impérialisme culturel. Et pour le côté des États-Unis, ça les arrange parce que dans cet impérialisme-là, ils créent de la déstabilisation. Et une fois que le pays est déstabilisé, les autres peuvent se servir. Donc, c'est toujours quelque chose qui va de pair. Toi, tu gagnes au niveau de la colonisation culturelle. L'autre, il gagne du côté des ressources, du pétrole et tout ce qui va avec. Et quand on regarde pourquoi Trump se comporte comme ça, c'est à cause des personnes qui l'ont soutenu. Quelles sont les personnes qui ont soutenu Trump au pouvoir et qui peuvent justifier les comportements de Trump? Parce que c'est toujours un investissement, il doit rendre l'investissement que les autres ont fait. Vous voyez que c'est des personnes comme Sheldon Adelson qui a quand même mis près de 200 millions de dollars pour sa première campagne et 260 et quelques millions pour sa deuxième campagne, n'est-ce pas? Sa femme a ajouté de l'argent récemment quand il a fait sa campagne. Donc, ce qui est quand même assez bizarre, des gens qui investissent près des demi-milliards dans la campagne de quelqu'un, et ils ne sont pas les seuls. Il y a tous les autres membres du ZOA. Le ZOA, c'est Zionist Organization of America, donc sioniste en anglais. Donc, c'est des personnes Trump est entre les mains de cette communauté. Et cette communauté, c'est ceux-là qui tiennent le pétrole, n'est-ce pas? C'est les mêmes investisseurs, ceux qui investissent dans comment on appelle ça, dans Exxon, Chevron et autres, qui sont des filiales des entreprises de Rockefeller depuis longtemps.
Donc, vous voyez un peu, ce sont les mêmes personnes. Donc, comme ils ont besoin de piquer le pétrole du pays, ils veulent déstabiliser. Il y a aussi un projet à long terme pour empêcher Dangote avec sa grande entreprise de raffiner le pétrole. Donc, tout est fait pour déstabiliser le Nigeria parce que c'est une tense énorme. Et ils veulent même pouvoir le diviser si possible, parce que si le nord du Nigeria pouvait faire sécession, ça les arrangerait. Parce que là, les Occidentaux, ce qu'ils veulent, c'est de couper les pays, de la même manière qu'ils ont fait avec le Soudan. Les grands pays ne les intéressent plus. Ils veulent des petites. Oui, mais ils n'ont pas les moyens. Le Nigeria est trop grand. Oui, mais est-ce qu'ils vont avoir les moyens de cela? Le problème, ils vont être confrontés à plusieurs choses. Premièrement, l'AES commence à avoir une influence régionale massive. L'AES influence les peuples positivement. L'AES influence les armées nationaux de l'ensemble des pays de la sous-région, parce que l'AES devient un modèle que tous les pays de la région veulent suivre. Et en plus de ça, il faut quand même se rappeler que De Gaulle, va là-bas, feignant. Il faut se rappeler que lorsque le Nigeria a voulu attaquer le Niger, Médusa, lorsqu'il y a eu la révolution, le coq là, lorsqu'il y a eu la révolution au Nigeria, lorsqu'il y a eu la révolution au Niger, le Nigeria a voulu envoyer son armée au Niger. Vous vous souvenez de ça? Oui, avec la CEDEAO. Avec la CEDEAO, qu'est-ce qui s'est passé? Les généraux du Nigeria se sont rebiffés. Et l'Assemblée nationale aussi. Et l'Assemblée nationale du Nigeria a dit non. A dit non. Et y compris donc, les ça populations veut dire quoi? Haoussa. Les populations J'ai bien Haoussa compris. Laisse-moi m'exprimer, mon frère. Oui. J'aime pas ça du tout. J'ai pas besoin de béquilles quand je parle. Merci beaucoup. C'est-à-dire, il y a une conscience négro-africaine, qu'elle soit au Nigeria, en Côte d'Ivoire, dans tout le continent africain. Personne aujourd'hui ne veut voir venir les États-Unis au Nigeria. Les populations du Nigeria ne sont pas idiotes. Où étaient les États-Unis lorsque l'AES se faisait démembrer par le terrorisme financé par les États-Unis eux-mêmes? Combien de personnes aujourd'hui au Nigeria ignorent que Boko Haram, ce sont des mercenaires américains? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est désespéré ce que veulent faire les États-Unis là? C'est désespéré parce que au Nigeria, le Nigeria aujourd'hui, on s'y exprime majoritairement anglais. Le Nigeria aujourd'hui voit ce qui se passe dans le monde. Les populations là-bas sont pas idiotes. Je veux dire, Boko Haram, tout le monde sait que Boko Haram, c'est les États-Unis. Je veux dire, si moi, Camerounais, je sais que Boko Haram, c'est les États-Unis et l'Union européenne, je veux dire, au Nigeria, ils sont forcément au courant également. Donc maintenant, le pari qu'est en train de prendre Tinubu, c'est un pari qui est extrêmement risqué pour lui. Parce que demander à un pays étranger de bombarder le territoire national au prétexte qu'on est en train de lutter contre le terrorisme, enfin, je sais pas, moi je trouve ça extrêmement bizarre. Médusa, tu veux réagir là-dessus ou pas? Moi je trouve ça incroyable comme scénario. C'est incroyable, mais ce qui est encore plus incroyable dans ce scénario-là, c'est le fait que, quelque part, Trump est en train d'annoncer à tout le monde ce que les kémites disent depuis longtemps. Nous disons que le christianisme fait partie de la civilisation occidentale. Nous répétons depuis longtemps que le christianisme est un outil au service de l'impérialisme des Occidentaux. Quand un outil qui est le fer de lance de l'impérialisme occidental est mis en danger, ils sont capables de bombarder pour le protéger. On le dit, les gens disent que non, ce n'est pas vrai. Trump vient de le confirmer. Trump n'est pas con. Il sait que le christianisme, c'est ça qui a permis de dominer définitivement les peuples africains. Aujourd'hui, le christianisme est attaqué par une autre forme d'impérialisme qui est là. Les chrétiens sont menacés. Pourtant, ce n'est pas son pays.
Le christianisme, si c'était un truc qui n'appartenait à personne, c'est une affaire de Dieu. Où sont les gens qui ont l'habitude de dire que le christianisme est une affaire personnelle là? Vous êtes passé où? Si le christianisme était une affaire personnelle, pourquoi les occidentaux chrétiens, les musulmans se font bombarder? Vous avez déjà vu, ils se font tuer partout. Est-ce que vous avez déjà vu les gens là intervenir à cause de ça? Les bouddhistes meurent. Pourtant, ça ne dérange pas. Les athées, les non, toutes les autres confessions, ils s'en foutent. Mais quand les chrétiens et les juifs sont attaqués, c'est toujours la même chose. Eux, ils interviennent automatiquement. Ça veut dire que c'est leur tradition, c'est leur culture, c'est leur arme, c'est leur outil. Et ils doivent protéger, c'est leur civilisation. Si tu es chrétien, tu fais partie de la culture occidentale à travers le christianisme. Quiconque dit « je suis chrétien », mais j'ai ma culture africaine, c'est ridicule. Tu fais un syncrétisme ou alors tu es totalement aliéné. Donc Trump, le christianisme est attaqué, le mec il est prêt à utiliser des explosifs, des bombes pour ça. Parce qu'il voudrait bien que le Nigeria devienne entièrement chrétien. Aujourd'hui, quand tu regardes le Nigeria, 40% des Nigériens sont chrétiens, 40% sont musulmans, et 10%, dans 10% se trouvent les athées, les agnostiques, toutes les autres, les bouddhistes et tout ça. Et vers les 5%, vous avez ceux qui pratiquent la tradition, donc les kémites, les vrais noirs authentiques. C'est-à-dire que comment ça se fait que dans le plus gros pays d'Afrique, qui contient la plus grande population africaine, le noir devient, c'est-à-dire que ça, on n'en parle pas, hein, les chrétiens sont attaqués. Mais avant les chrétiens, c'est d'abord les traditionnalistes qui ont été attaqués parce que les gens qui ont été convertis au christianisme, là, par des successives, ils étaient des kémites africains. L'islam par la vie, c'est les chrétiens sur lesquels ça traduit. Ok, par rapport à ce que Medusa vient de dire, je pense qu'il va remonter tout à l'heure. On va écouter une vidéo à ce propos quand Donald Trump disait que quand la religion chrétienne des États-Unis vont mal. Donc, effectivement, ce que Medusa vient de dire, il va le confirmer ici. Tapotez le live, on va écouter. L'Amérique a été fondée sur la foi, comme nous le savons, et je le dis depuis longtemps. Et lorsque la foi s'affaiblit, notre pays semble s'affaiblir aussi. Quand la foi s'affaiblit, notre pays s'affaiblit. Vous voyez, donc effectivement, ce que Medusa est en train de dire ici, c'est exactement ça. Donc, ils utilisent toujours ces histoires de religion pour s'attaquer au peuple, en fait, puisque la religion, en réalité, si demain, l'Afrique sort complètement de la religion musulmane et chrétienne, ben, ils sont cuits. Tapotez le live et on les écoute. Donc, on a très bien compris où est-ce qu'il veut nous amener. Des kémites africains. L'islam par la vie, c'est les chrétiens sur lesquels ça traduit. Qu'est-ce qui se passe là? Le live est attaqué ou quoi? Medusa, on ne t'écoute plus. Ça craque. Il est où, Fétiche? Il y a un bug là. Il est où, Fétiche? Sûrement qu'il est allé gérer De Gaulle. Ok. Par rapport à ce que Medusa vient de dire, je pense qu'il va remonter tout à l'heure. On va écouter une vidéo à ce propos quand Donald Trump disait que quand la religion chrétienne va mal, ça veut dire que les États-Unis vont mal. Donc, effectivement, ce que Medusa vient de dire, il va le confirmer ici. Tapotez le live, on va écouter. L'Amérique a été fondée sur la foi, comme nous le savons, et je le dis depuis longtemps. Et lorsque la foi s'affaiblit, notre pays semble s'affaiblir aussi.
Quand la foi s'affaiblit, notre pays s'affaiblit. Vous voyez, donc effectivement, ce que Médusa est en train de dire ici, c'est exactement ça. Donc, ils utilisent toujours ces histoires de religion pour s'attaquer au peuple, en fait, puisque la religion, en réalité, si demain, l'Afrique sort complètement de la religion musulmane et chrétienne, ben, ils sont cuits. Tapotez le live et on les écoute. Donc, on a très bien compris où est-ce qu'il veut nous amener. La foi se renforce, comme c'est le cas en ce moment. Nous traversons une très bonne période. Après quelques années difficiles, de bonnes choses arrivent à notre pays. C'est incroyable de voir à quel point cela semble fonctionner ainsi. Et sous l'administration Trump, nous défendons nos droits et restaurons notre identité en tant que nation sous Dieu. Nous sommes une nation sous Dieu et nous le serons toujours. Voilà des gens qui gardent les gens au nom de Dieu. Voilà des gens qui gardent tous les peuples de cette planète-là en faisant croire qu'ils sont des chrétiens. C'est l'hypocrisie complètement. Africains, réveillez-vous. OK? On tapote le live. En tant que président, je défendrai toujours l'héritage glorieux de notre nation et nous protégerons les principes judéo-chrétiens de notre fondation. Et voilà. En tant que président, lui, il va toujours protéger leur nation et la religion chrétienne. Donc, en réalité, ce que les Kémites, ce que nous disons, c'est que en réalité, ils utilisent toujours cette religion-là pour diviser et pour faire des guerres et justifier leur génocide, leur crime contre les Africains. Et il faut que les Africains se réveillent. Parce que c'est quand même curieux de constater aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025, qu'un président sort des États-Unis en utilisant des pays africains pour bombarder des peuples et en justifiant que c'est parce que les chrétiens sont attaqués au niveau de Nigeria. Donc, il faut comprendre que cette histoire de religion musulmane chrétienne, en réalité, leur sert de cheval de Troie, d'accord, pour justifier des guerres qu'ils font en Afrique. Donc, aujourd'hui, je félicite d'ailleurs tous les frères et sœurs qui combattent ces religions démoniaques en réalité, parce que voilà des gens qui tuent au nom de Dieu. Donc, on continue d'écouter, on tapote le live. Bien, merci beaucoup. En Amérique, la ramener. Attends, Fétiche, il faut que les Africains écoutent ça, parce que quand on parle de la religion, les gens pensent que c'est du jeu, alors que c'est comme ça qu'ils utilisent pour tuer nos populations. Plus fort que jamais, alors que notre pays devient de plus en plus fort. Pour avoir une grande nation, il faut avoir la religion, j'en suis profondément convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose après tout ce que nous traversons, et cette chose, c'est Dieu. Nous traversons tout cela pour une raison. Ce n'est pas facile, Philippe. Je suis heureux d'annoncer ce matin que le département de l'éducation publiera bientôt de nouvelles directives protégeant le droit à la prière dans nos écoles publiques. Et c'est total, jusqu'à la mort. Je crois qu'il faut remonter. Voilà, ils sont contents d'utiliser la religion, ils sont contents d'utiliser... Arrêtez vos mensonges. Victor Chouaché qui a aboli l'esclavage aux États-Unis, t'es kémite. Mais toi, ferme ton micro là-bas, tu as quel problème? Vous pensez que c'est du jeu ou quoi? Arrêtez les mensonges. Victor Chouaché était kémite, il a aboli l'esclavage des Noirs. Descends là-bas, Fétiche, tu es où? Fous-moi ce gars-là. Ils sont où les modos? Victor Chouaché qui a aboli d'aliéner là. N'importe quoi. Il faut le laisser, on va le fumer ici là. Non, on va pas le fumer là, on n'a pas le temps pour ça. On doit éduquer les enfants. Vraiment. C'est qui était là? Mais c'est un traître chrétien en fait, comme des vendus. Sortez de ces religions. Un gars en baisse, on dirait un pasteur. Bon, ok, mais il y a toujours des cafards, c'est ça le problème. Les cafards, on ne peut pas s'en défaire. Aïe, bien. On va essayer le problème, Médusa a eu un problème technique. Hein. Je ne sais pas s'il est toujours en bas. Il est descendu sans le voir. Alors, je voudrais terminer. La vidéo est un peu longue, mais je voulais terminer. En fait... Ma soeur, si elle est longue, non, c'est bon. Je vais juste intervenir juste en 2 minutes. En fait,
c'est des gens qui utilisent toujours ces histoires de religion, d'accord, que ça soit chrétien. Et puis en plus, ils sont en connivence avec la religion musulmane et chrétienne pour pouvoir déstabiliser l'Afrique. Et comme ils savent que les Africains sont aliénés avec ces histoires de religion, voilà pourquoi ils viennent nous faire comprendre. Et vous avez des Africains chrétiens, ok, qui sont d'accord avec ce bombardement. Comment vous pouvez comprendre que des populations qui ont esclavagisé, quand tu regardes leur histoire, il n'y a que des crimes. Et vous pouvez croire aujourd'hui que Trump vient bombarder, d'accord, des peuples qui n'ont rien demandé au nom de Dieu, au nom de soi-disant chrétiens. Il faut vous réveiller. C'est très clair. Donc, clairement, aujourd'hui, les États-Unis perdent complètement le contrôle sur le monde et ils ne veulent pas l'accepter. D'accord? Donc, il reste l'Afrique aujourd'hui où ils peuvent se servir. Il faut vous réveiller. Et Tinubu doit dégager du Nigeria parce que Tinubu représente complètement un danger grave pour la sous-région et Tinubu doit être inversé rapidement parce que les traîtres, on ne peut plus tolérer ces gens-là. Et donc, aujourd'hui, ce que nous voyons clairement, c'est qu'ils veulent s'en prendre au continent africain, déplacer leur guerre. Et nous refusons cela. Et d'ailleurs, depuis le golfe de Guinée, le pays qui a donné la terre de nos ancêtres pour que ces gens-là puissent bombarder, d'accord, nos populations doivent être également dégagées par ces peuples-là. C'est ce que je voulais rajouter là-dessus. Donc, on va combattre ces gens-là et on va communiquer pour donner des informations à nos populations, afin que ces démons-là disparaissent. Et toutes les bases militaires de l'OTAN doivent dégager de toute l'Afrique. Toutes les bases militaires de ces Américains doivent dégager de l'Afrique. À partir d'aujourd'hui, on considérait que tous les pays qui acceptent ces bases militaires pour pouvoir tuer notre population, pour garder nos populations, ben, en réalité, sont carrément considérés comme des ennemis de ce peuple d'Afrique qui veut se libérer. Merci, mon frère. On t'apporte le live et on continue. Merci. Bon. Alors, moi, j'arrive personnellement. Oui, je te laisse la parole tout de suite, Médusa. La religion n'est qu'un prétexte. Et en effet, si elle n'existait pas en Afrique, ils trouveraient un autre prétexte. Les États-Unis ont voulu déclarer la guerre au Venezuela en prétextant qu'ils intervenaient pour sauver des prétendus narcotrafiquants. Quand les États-Unis ont bombardé le Brésil, d'accord, le Chili de Pinochet, le Chili de Salvador Allende, il était chrétien. Et ça n'a pas empêché les États-Unis de l'éliminer avec l'aide de l'Europe. Quand les États-Unis ont fait des guerres en Amérique latine, les populations qui ont été tuées par les Américains étaient chrétiens. Ah oui, le Venezuela est bien chrétien, non? Alors, ils ont voulu leur faire quoi aux États-Unis? Non. La religion est, comme d'habitude, en Afrique, un prétexte. La religion est un cheval de Troie. À partir du moment où tu mets les genoux au sol devant un Dieu qui a le visage d'un blanc, c'est que tu es en train d'appeler les blancs au massacre de tes propres enfants. Parce que si les blancs sont incapables de partager l'or, le pétrole qu'ils ont, pourquoi viendraient-ils partager avec les Africains le paradis qu'ils ont trouvé? S'ils sont incapables de partager l'or et les diamants qu'ils ont trouvés, vous pensez sincèrement qu'ils viendraient partager un paradis avec nous qu'ils auraient trouvé? Est-ce qu'on est sérieux là? Putain, les mecs, on est en 2025. Je répète, si les Blancs sont incapables de partager l'or, leur technologie avec l'Afrique, vous pensez sincèrement qu'ils vont partager un paradis qu'ils auraient trouvé? Je veux dire, on va être cons jusqu'à quand, nous? Sincèrement. Et en plus, comme par hasard, le disciple de Jésus s'appelle Thomas. Tiens, c'est bizarre. Saint-Pierre. Ah bon? Vous avez des gars, il y a 2000 ans, qui s'appelaient Pierre? Vous êtes sérieux? Bon, bref. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis essayent de reprendre le contrôle du Nigeria par l'intermédiaire d'agents américains qu'ils ont mis aux plus hautes fonctions de l'État du Nigeria, et que cette opération de bombardement américain n'a pour seul objectif
Et cet objectif ne peut fonctionner que si le peuple du Nigeria est débile. Parce que si le peuple du Nigeria est intelligent, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Je te vire, Chris, machin, parce que tu me fais chier avec ton micro. Eh, vous montez sur le panel, vous coupez vos micros. Putain, vous faites monter quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux plus voir ce type-là ici. Tinubu, en fait, il parie sur la débilité du peuple du Nigeria. C'est-à-dire que normalement, dans ses calculs, les Nigérians doivent se dire extrêmement fiers de leur président parce que leur président a réussi à faire appel aux États-Unis pour combattre le terrorisme. C'est comme ça que Tinubu est en train de réfléchir. C'est-à-dire que lui, il joue la carte du populisme débile. Le peuple, ouais, il a fait venir les Américains. Oh, les Américains sont nos alliés, donc on va revoter pour lui. Ça, c'est ce que j'appelle parier sur le populisme débile. Première option. Deuxième option, Tinubu, le peuple nigérien, donc ça c'est le revers de la médaille, dit mais c'est pas normal. Déjà nous on est des musulmans, c'est pas normal qu'un musulman appelle un chrétien pour venir tuer des musulmans. C'est-à-dire que les musulmans fondamentalistes du Nigeria considèrent totalement anormal, d'accord, que Tinubu fasse venir un débile comme Trump pour essayer de régler des problèmes du Nigeria. Deuxièmement, l'armée du Nigeria, l'armée du Nigeria va très mal le prendre, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'un pays étranger bombarde au sein de la nation, c'est quand même très très grave. Militairement, c'est très très grave. En fait, Tinubu vient de se mettre à dos toute la chaîne de commandement militaire du Nigeria. Parce que l'armée du Nigeria, en gros, il est en train de dire au peuple du Nigeria, nos militaires ne servent à rien, ce sont des incapables. Nous avons dû appeler les États-Unis pour faire un travail que l'armée nationale était incapable de faire. C'est très, très grave. En fait, pour moi, ça relève de la haute trahison, ce que Tinubu est en train de faire au Nigeria. Alors, Médusa, tu as la parole. Oui, c'est pour compléter donc ça, c'est-à-dire que je voulais ajouter à cette analyse-là le fait que, de toute façon, quand Tinubu prend la parole et qu'il commence à dire oui, mais vous savez, nous-mêmes on est d'accord, c'est pour protéger Trump contre les critiques internationales parce qu'il ne peut rien faire. Trump connaît le passé de Tinubu, donc il a dû juste agiter son passé pour dire si tu continues, voici ce qu'on pourrait faire contre toi. Et donc pour éviter que Trump soit accusé par la terre entière d'être intervenu dans un pays étranger, ce qui est contre quand même les résolutions de l'ONU. Hein. L'ONU dit c'est la non-ingérence dans les histoires des pays en danger, dans les affaires intérieures d'un pays. Le terrorisme est une affaire intérieure d'un pays. C'est une affaire intérieure d'un pays. Et donc, il ne faut pas faire de l'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Donc, pour protéger, ils l'ont dit. Mais ce que je disais avant que je ne sois coupé, c'est de relever aussi le côté religieux. Certes, c'est un prétexte pour eux, mais également, on peut constater que pourquoi ce prétexte du christianisme a fonctionné? Parce que le christianisme, c'est la culture des Blancs, c'est leur tradition, c'est leurs ancêtres, et que c'est l'outil, Sankara le disait, l'aliénation culturelle est la plus efficace de toutes les formes de religieux, de colonisation. Donc, ils savent tout ce qu'ils doivent au christianisme pour la colonisation de l'Afrique. Le Nigeria, comme je le disais, a 40% de chrétiens et 40% de musulmans. Ce qui veut dire que les Kémites, c'est-à-dire les autochtones du Nigeria, les Noirs... Les Africains authentiques, non colonisés spirituellement. Les non colonisés spirituellement, les authentiques africains. C'est eux qui ont le plus subi parce qu'ils étaient 100% chez eux. Aujourd'hui,
Il y a 40% de chrétiens. Les 40% se sont faits sur le dos de qui? De ces noirs authentiques, de ces kémites. Il y a 40% de musulmans et de chrétiens. 40-40, ça fait 80%. Les 80% de population, c'est les noirs qui ont été convertis par la force, par la violence. Et là, il reste 10% qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Et dans ces 10%, il faut compter les athées. Il faut compter d'autres non-croyants de plusieurs sortes, des bouddhistes, ainsi de suite. Et il faut des religions un peu bizarres qui viennent, les raéliens, parce qu'ils sont partout. Et là, il faut voir dans les 6%, 5% à 6%, vous avez les quelques traditionalistes qui restent. Ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que vous avez le christianisme qui est considéré comme en danger, mais Trump, il se lève, il se dit, écoutez, le christianisme est en danger, nous devons aller intervenir, parce que c'est sa tradition, parce que c'est sa culture, parce que c'est l'héritage de ses ancêtres. Voilà pourquoi il s'en va. Donc, celui qui se considère comme chrétien se considère comme un sujet de Trump d'une certaine manière, comme un sujet de l'Occident. Il est hors de question qu'on essaye de vous retirer cette aliénation sans l'intervention des États-Unis. C'est pourquoi il se pourrait que les États-Unis peuvent mener la même chose sur des gens qui sont en train de faire reculer le christianisme par d'autres manières. Aujourd'hui, l'islam le fait par la violence, ils interviennent. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que lorsqu'ils se rendront compte que les gens deviennent de moins en moins chrétiens à cause des kémites, est-ce qu'ils ne vont pas employer des méthodes beaucoup plus sournoises aussi contre ceux-là qui sont en train de déchristianiser toute l'Afrique? Christianisation qu'ils ont eu du mal à installer pendant des siècles. C'est-à-dire qu'ils vont aussi s'en prendre par plusieurs manières. Et qu'est-ce qui nous fait croire que des gens comme les Nusere Kalala Omotunde, que son cas soit vivifié, n'ont pas perdu la vie à cause déjà de ce travail qui a commencé depuis longtemps à mettre à mal, à mettre hors d'état de nuire ceux-là qui sont en train de désaliéner le peuple. Mais Médusa, c'est intéressant tout ça. Si tu permets, déjà, j'invite tout le monde à noter la totale absence de l'Union africaine qui est financée à 70% par l'Union européenne. Donc déjà, premièrement, considérez bien que l'Union africaine n'appartient pas aux Africains. C'est une officine occidentale, juste nommée Union africaine, hein. Mais elle n'a strictement rien d'africain. Et je vais en profiter pour vous annoncer les lives à venir sur la chaîne YouTube, enfin sur le TikTok des fétiches de guerre. Vous avez celui-ci, religion et diplôme pour servir l'Afrique ou l'extérieur. La question qui est posée ici, tous les Noirs qui sont diplômés à l'extérieur, qui sont chrétiens, qui sont musulmans, est-ce que ce sont les ennemis de l'Afrique ou les amis de l'Afrique? Ces gens qui ont des diplômes, des masters, des doctorats, des machins, on vous explique qu'ils ont bossé au FMI, je pense à des Ouattara, des types comme ça. Il y a un autre là, Lionel Zingzou. Tout ce genre, les Alain Fécal, tous ces types bizarres, les Alain, les Franklin Nyamsi, là, tous ces espèces de traîtres là. Est-ce que ces gens-là, le diplôme qu'ils ont obtenu à l'extérieur du continent africain, chez les Blancs, est-ce que les Blancs leur ont donné ces diplômes-là pour qu'ils servent l'Afrique ou pour qu'ils servent la cause occidentale? Un Noir qui est chrétien en Afrique, il sert la cause de ses ancêtres ou est-ce qu'il sert la cause des ancêtres des Blancs? Un Noir qui est musulman en Afrique, est-ce qu'il sert la cause des Africains et de ses propres ancêtres ou est-ce qu'il sert la cause de ces abominables chameaux et dromadaires du Moyen-Orient et du Maghreb? Ça, c'est un véritable sujet parce qu'aujourd'hui, regardez, Ibrahim Traoré n'a aucun diplôme à l'extérieur. Regardez le boulot qu'il fait. Franklin Nyamsi est un vendu de la pire espèce. C'est plus qu'un vendu, c'est un terroriste, Franklin Nyamsi.
Franklin Nyamsi, c'est un terroriste qui est intervenu aux côtés de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2007. Franklin Nyamsi et Guillaume Soro ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Vous allez taper MPCI, Côte d'Ivoire, et vous allez voir ce que Nyamsi et Soro ont fait. Nyamsi et Soro étaient financés par Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Nyamsi a du sang sur les mains. C'était le plus proche conseiller du chef djihadiste qui s'appelait Guillaume Soro. Donc moi, vous êtes chez les fétiches de guerre ici. Nous, on a une conscience historique. Hein. On n'a pas un cerveau de poisson rouge. Donc ça, c'est le live à venir. Ensuite, celui-ci qui est fondamental. Afrique, bien choisir son partenaire stratégique. Esclavage ou souveraineté. Vous avez encore, on n'en a rien à foutre qu'il ait changé, Panaf. Si tu écris encore concernant Nyamsi sur mon panel, je te bloque définitivement. Va dire aux familles des victimes, aux gens qui ont perdu leur maison, leur village, leur champ, leur terre, que Nyamsi a changé. Va dire aux veuves, aux orphelins et aux veufs que Nyamsi a changé. Putain, ces gars-là, moi, j'en peux plus de ces gars-là. Putain, les crimes de sang, faut arrêter avec ça. Le mec a changé, ah bon? Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne changera pas encore? Idiot! On ne pardonne pas les crimes de sang. On n'en a rien à cirer qu'il ait changé. Ça change quoi à ces dizaines de milliers de gens qu'on a enterrés? Ça change quoi pour eux? Faut arrêter ça. Vous êtes bêtes. Vous êtes incapable d'avoir une mémoire historique de 20 ans. Et vous pensez que vous allez défendre l'Afrique? Un criminel reste un criminel. Point barre. Bien. Ici, nous disions, l'AES, le Mali, qu'est-ce qui a changé au Mali? La population a changé. Et en changeant, elle a décidé, elle a demandé le changement du partenaire stratégique du Mali. Exit la France, arrivée de la Russie. Le Mali a brisé ses chaînes. Bah, regardez ce que le Mali est en train de faire aujourd'hui. Regardez le Burkina Faso. On a viré le partenaire stratégique pourri qu'était la France et on a accueilli la Russie. Regardez ce que devient le Burkina Faso. Le partenaire stratégique, c'est celui avec lequel tu peux garantir la sécurité de ta population. On ne peut jamais garantir la sécurité d'une population avec les États-Unis. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au Congo, RDC. La France, l'Union européenne. Si vous choisissez un blanc occidental, européen ou américain comme partenaire stratégique, c'est la guerre et la désolation dans votre pays. C'est aussi simple que ça. Regardez le Niger. Ils sont passés du pays le plus pauvre de la planète. Aujourd'hui, le peuple du Niger est propriétaire des plus grandes mines d'uranium au monde. Et ils sont pétroliers en plus. Et ils ont 12% de croissance chaque année. Ils ont tout nationalisé. L'uranium du Niger appartient aux Nigériens. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de partenaire stratégique. Je rappelle que Franklin Nyamsi a soutenu l'installation de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Hein. Franklin Nyamsi a passé toute sa carrière de criminel à soutenir le franc CFA. Eh oui. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, vous n'avez plus de guerre en Asie. Pourquoi? Parce que le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, et tous ces pays-là ont chassé les Blancs. Point barre. Et aujourd'hui, regardez, il n'y a plus de guerre. La Chine, depuis que les Chinois se sont débarrassés des Blancs, bah la Chine, elle est en paix. Ils ont rétabli la culture chinoise, ils ont rétabli le système politique chinois, ils ont rétabli le système éducationnel chinois, ils ont rétabli le calendrier chinois. Les Chinois fêtent leur nouvel an chaque année sur la base de leur propre calendrier, pendant que nous, les Noirs, esclaves, on continue à fêter Noël. On continue à fêter le nouvel an. Les Chinois, d'ailleurs, on a un correspondant à Pékin qui s'appelle Chang.
Bonjour, c'est Chang. Actuellement, moi, je suis à Pékin, consultant pour Fétiche de guerre. Je suis avec Nem. Nem, je suis sur TikTok avec Fétiche de guerre. Putain, ils sont nombreux, 1500 personnes. Oui, nous, on a dit au fromage qui pue, aux blancs, on leur a dit maintenant, vous dégagez, on veut pas. Votre type qu'on aurait coué, tu quoi, il y a 2000 ans, qui va venir sauver Chang, t'es fou, t'es malade, tu dégages. Tu vas vendre ça là-bas, aux Noirs, Afrique, eux, gros zizi, petit cerveau, comprennent rien, hein, Nem? Bah oui, oui, tout à fait, t'as raison, les Noirs, ils comprennent jamais rien. Eux, ils continuent à fêter Noël, 500 ans esclavage, tu n'as pas compris la leçon. Et ils ont raison, les mecs. 500 ans d'esclavage, on n'a toujours pas compris la leçon. Bah ouais, putain, Fétiche, c'est Bob. Bah ouais, les gars, c'est pas tout d'avoir des gros nez, hein. Le plus important, c'est avoir un gros cerveau, hein. Bah ouais, parce que avoir un gros bangala, c'est bien. Mais savoir réfléchir, ça peut aider aussi, hein. Faut quand même dire que, putain, on est 9 milliards d'êtres humains sur la planète, Jack. Oui, Bob, je sais, t'as raison. Putain, et t'as toujours ces cons-là, c'est les seuls à utiliser le franc CFA. C'est même pas reconnu comme moyen de paiement dans le monde. Putain, comment est-ce qu'on peut être aussi con? Bah, Bob, il suffit d'être noir, hein. En fait, le monde entier se fout de notre gueule. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est même pas capable, nous, noirs, de savoir que si ton pays a un partenaire stratégique occidental, européen, américain, c'est la ruine, c'est la mort, c'est la guerre, c'est la désolation. Nous sommes le seul peuple sur Terre à ne pas l'avoir compris. Je veux dire, moi, je me rends compte sur TikTok, je suis quasiment le seul à soutenir l'action gouvernementale du président Paul Biya, parce qu'il n'a pas mis le Cameroun entre la main des États-Unis, de la France ou de l'Union européenne. Le Cameroun a des accords de défense avec la Chine et la Russie. Eh oui. Mais c'est incroyable. Et les gars sont là, on veut le changement. Je dis on veut le changement. Mais dégagez, les gars, vous n'avez aucun cerveau. Donc ça, c'est un live qu'on va faire chez les fétiches de guerre, là, bientôt. Ensuite, il y en a un autre, bougez pas, c'est pas fini, hein. Alors, la corruption. Les maîtres de la corruption, oui, parce que vous pensez que la corruption, c'est en Afrique. C'est parce qu'on a uriné dans vos crânes, les mecs. On va vous expliquer les mécanismes de corruption occidentales. Le dollar, le franc CFA, les plus de 1000 bases militaires dans le monde. On va vous enseigner comment ces têtes de cadavres-là, d'accord, manipulent les populations dans le monde et mettent l'ensemble des nations et des peuples dans une pauvreté chronique. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors ensuite, nous avons celui-là. Nation africaine. Quel est le rôle des peuples? Ben oui, parce que quand on vous écoute sur les réseaux sociaux, un peuple, en fait, c'est un ramassis de moutons qui sert à rien, qui attend juste que le président fasse le travail. Ben non. Le peuple, c'est la puissance ultime d'une nation. Un peuple qui est bête est condamné à mourir et à vivre dans la pauvreté. Un peuple qui est intelligent est condamné, lui, par contre, à être toujours riche et à vivre dans l'opulence. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, si vous gardez Paul Biya au Cameroun et que vous enlevez tous les hommes noirs camerounais de plus de 30 ans, vous mettez des Chinois à la place, tout en conservant Paul Biya, le Cameroun, dans 5 ans, c'est une des premières puissances économiques d'Afrique. Pourquoi? Pas parce qu'on a changé le président, parce qu'on a changé le peuple. Les hommes noirs sont devenus des lâches qui passent leur journée les genoux au sol à prier à un blanc pour qu'il vienne les sauver. Eh oui, soit c'est le blanc les genoux au sol, soit ils écartent leur rectum en l'air pour prier Allah, la tête vers la Mecque, pour qu'un arabe pédophile du 6e siècle vienne les sauver. Il n'y a plus de combattants en Afrique, il n'y a plus que nos sœurs qui combattent. Les hommes ont disparu. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc aujourd'hui, on ne fait pas un peuple, une nation puissante avec des esclaves. Les chaînes qu'il y a autour de l'homme noir sont les chaînes mentales. Aujourd'hui, on fait de vous des gamins
en faisant de vous des religieux. Si tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas un homme. Si tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas un homme. T'es un lâche, t'es un planqué, t'es un minable. Tu n'es pas prêt à te battre pour ton peuple. Si tu passes 5 fois par jour, le cul en l'air, à prier un arabe pédophile. Le gars a épousé une fille qui avait 6 ans, il l'a violée à 9 ans. Et c'est lui que tu pries en 2025. Bah oui. Je veux dire, si tu te retrouves à prier des gars qui ont vécu il y a 2000 ans, alors que tu es en 2025, c'est que tu es déjà crevé, mon gars. Bah oui, tu es un walking dead. Bien que vivant, tu es déjà mort. Ah ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors des prochains lives chez les fétiches de guerre, ça va sérieusement saigner. Hein. Parce que comme vous le savez, nous, on n'est pas là pour rigoler. OK? Bien. Alors, monsieur Emaka Birba, on vous écoute. Ok, merci beaucoup, Fétiche. Ça faisait vraiment un bail qu'on ne s'est pas revu parce que... désolé si je ne viens pas trop dans tes lives parce qu'on est en train de faire vraiment un travail de fou au Burkina. Et tu sais que nous, notre structure, on est beaucoup combattus, hein, Fétiche. On est beaucoup combattus et nous-mêmes, on combat les pseudo-panafricains qui sont venus en train de récupérer notre lutte aussi au Burkina Faso pour pouvoir vraiment casser notre lutte. Mais bon, heureusement, on est toujours là dans le combat, dans la désaliénation et on continue le chemin. Et Dieu merci aujourd'hui. Le capitaine nous écoute et vu qu'on a lutté pour instaurer le 15 mai, qui est la journée consacrée aux traditionnalistes, c'est-à-dire à la religion, à la spiritualité africaine. À la tradition africaine. Oui, à la tradition africaine, autant pour moi, Fétiche. Il ne faut pas utiliser le mot religion quand tu parles de traditionnaliste. Tu sais pourquoi? Parce que religion, on appelle religion ce qui fait du prosélytisme. Le prosélytisme, c'est d'aller convertir les autres. Les traditions ne convertissent personne. Exactement. Merci beaucoup, Fétiche, pour la rectification. Donc, ce que j'aimerais faire comprendre aussi aux gens qui ne comprennent pas, Fétiche, c'est que nous, on a compris une chose, Fétiche, sauver tout le monde. On ne pourra pas sauver tout le monde et ce que nous sommes en train de faire, c'est juste une bataille pour essayer d'avertir ceux qu'on peut avertir. Ce qui se passe au Nigeria actuellement, Fétiche, nous, on a été au Niger il y a cela 2 semaines et on a eu à faire une rencontre avec certains de nos membres qui sont là-bas et qui sont aussi sur le terrain. Et en réalité, ce que le président a eu à dire concernant l'hiver noir à Bamako, dont on était là-bas il y a cela 4 jours, bon, c'est des choses qui ne sont pas nouveaux sous le soleil pour nous autres, parce que nous déjà, on est déjà préparés à la guerre, Fétiche, parce que qui prépare à la paix, prépare la guerre. Et pour être optimiste, Fétiche, le plan des États-Unis pour recoloniser l'Afrique, bon, c'est un plan qui est là depuis longtemps, ça tout le monde le sait. Voilà, la religion qu'ils utilisent pour pouvoir nous diviser, pour pouvoir créer un nouveau type de conflit direct avec l'AES, c'est des choses que nous avons vues déjà. Et rien que la semaine passée, nous étions en contact avec des amis du Mozambique qui sont dans la cité de Cabo Delgado, pour ceux qui connaissent la cité de Cabo Delgado, parce qu'actuellement, la plupart des terreaux qu'ils amènent actuellement au Sahel, ce sont la plupart des gens qui quittent directement la Somalie et la zone de Mozambique pour pouvoir venir nous attaquer parce que tout leur proxy qu'ils ont amené depuis l'Algérie et autres, mais Fétiche, je t'ai dit qu'on les a terminés. Hein. Actuellement, on les a terminés. Donc, actuellement, ils sont en manque d'effectifs. Donc, il faut qu'ils passent maintenant à l'action. Donc, le Nigeria, en réalité, est comme une brèche, comme les autres l'ont dit, un chemin de proxy, vu qu'aujourd'hui, nos richesses passent par le port de Lomé et ça transite par le golfe de Guinée. Vu que les opérateurs chinois, c'est avec eux, nous, on commerce, donc ils veulent venir récupérer un peu au niveau du golfe pour créer un peu cette bataille maritime. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et vu qu'aujourd'hui, ils sont en manque d'effectifs, ils veulent utiliser le narcotrafiquant qu'ils ont mis, le Bounty, le Sleepy, qu'ils ont mis, le franc-maçon qui est à la tête du Nigeria, bon, qu'ils ont mis juste, ils veulent juste l'utiliser pour pouvoir
nous attaquer. Mais bon, chose que nous, on a déjà anticipé. Et je préfère dire aux 1200 personnes qui sont là dans le panel de fétiche qu'ils sachent que tout ce qui a été dit auparavant, c'est des choses qu'on n'invente pas. On parle de façon factuelle. Et nous, déjà, on est déjà en guerre, comme Fétiche le dit tout le temps. Et nous, on est déjà préparés. Et pour faire comprendre aux gens que dans l'AES, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un panel, on ne peut pas tout expliquer. Mais actuellement, Fétiche, les consciences sont éveillées. Nous sommes avertis. Et ils le savent. Et pour être optimiste, Fétiche, ils ont tout perdu. On les a dégagés, Fétiche, je te dis. On les a dégagés. L'ambassade de France aujourd'hui est devenue notre trésor national. Ils n'ont même plus d'endroit où aller. Et actuellement, nous allons passer à une vitesse supérieure. Et nous avons lancé un mot d'ordre Fétiche. Si un seul missile tombe, ne serait-ce que dans un petit espace de l'AES Fétiche, mais on attaque les ambassades. Toutes les institutions, on va les boycotter. Et ça, ils le savent. On va même souvent, même sur leurs médias propagande, on les lance des pics et ils voient un peu l'éveil de conscience. Et actuellement, nous, on est déjà passé le cap parce qu'ils ne peuvent plus nous endoctriner. Que ce soit nos frères musulmans, chrétiens qui sont ici, mais Fétiche, ils n'ont pas le choix. Ils sont dans le combat. Donc, la guerre qu'ils veulent passer par le Nigeria, bon, ils veulent passer aussi pour régler leur propre compte avec Dangote, ça, nous, on le sait. Parce que Dangote avait promis nous aider avec sa raffinerie du carburant. Et tout ça, ils voient que c'est un blocus. Et vu que aussi la monnaie aussi, c'est quelque chose qui se prépare parce qu'on ne peut pas, une colonie ne peut pas faire d'économie, hein, Fétiche, parce qu'actuellement, nous, donc, défi actuellement, c'est demander vraiment de mettre la pression à nos chefs d'État de quitter cette institution de merde qui est l'UEMOA. Avec, bon, Dieu merci, on a quitté la communauté des débiles, comme tu viens de me dire, de l'Afrique de l'Ouest. Et ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que il faut que les gens sachent que la guerre a commencé, Fétiche. Les panels que tu es en train de faire, que nous sommes en train de faire, c'est pas juste pour pouvoir bavarder inutilement. Parce que Trump, en réalité, ce qu'il vient de faire, mais c'est une déclaration de guerre. Mes prédécesseurs l'ont dit. Il faut que les Africains ouvrent les yeux. Mais malheureusement, on est dans un continent où les gens refusent la réflexion. Fétiche. Tu sais, Fétiche, nous, au Sahel, on nous traite de peuples analphabètes, de peuples désertiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aliénation Fétiche n'a pas pris ici. Parce que nous, on est resté un peu authentique Fétiche, tu vois. Et on est la risée de certaines personnes. On trouve qu'on est analphabète, on n'est pas intelligent. Mais c'est le contraire Fétiche. Parce que nous, on comprend les enjeux. Parce que pour pouvoir manipuler quelqu'un, il faut asservir la personne. Nous, on a refusé de s'assimiler. Donc, on a compris qu'au fait, l'essence même de l'Afrique, c'est la réappropriation de notre propre identité, notre culture. Et c'est ça aujourd'hui qui fait notre force et notre socle Fétiche. Sans ça, actuellement, on allait disparaître. Et chaque jour que Dieu fait, on conscientise les populations dans notre pays. On a même certains de nos frères qui veulent rejoindre ces groupes armés-là, de pouvoir vraiment laisser ces structures, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas que ces structures sont pilotées même par les mêmes États-Unis. Et comme Hillary Clinton l'a dit, tout récemment, l'an passé, tout ce qui est comme État islamique, je ne sais quoi, eux, ils l'ont fabriqué. C'est un panel Fétiche, on ne peut pas venir tout ici. Sinon, nous, quand on capture certaines personnes ici, on remonte un peu, on sait d'où ça vient. Donc, ce qui se passe au Nigeria Fétiche, c'est juste que ils avaient déjà planifié de nous attaquer dans le mois de janvier. Donc, Donald Trump, en réalité, vu qu'il est fatigué de la défaite de Macron, vu qu'il est aussi fatigué, je peux dire, de le fait que Macron a échoué, et vu qu'eux-mêmes aujourd'hui, ils ont déjà même détruit même la société européenne, de Orano, les gens ne savent de Orano, les gens ne savent de refaire. Ah. Non, je suis là. Tu m'entends, Fétiche? Tu m'entends, Fétiche? Oui, là, je t'entends. Merci,